Bertrand, la parole est à vous. Donc pour cette troisième et dernière session de l'après-midi, donc où on va parler, il y a quand même une certaine continuité, de décarbonation de l'industrie. On va reparler d'énergie, beaucoup encore, et puis on va reparler aussi de chaîne d'approvisionnement. Je l'avais pas vu, hein. Je vous laisse la parole pour présenter vos invités. Je vais juste m'assurer qu'ils soient bien assis. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de rester jusqu'au bout. C'est la partie la plus intéressante parce que comme j'ai compris de la table ronde précédente qu'il n'y avait aucun souci, donc nous on va essayer de vous expliquer que ceux qui restent et comment on les relève. Donc j'ai compris qu'on avait la lourde tâche d'expliquer le défi humain et organisationnel de l'industrie et des services à l'industrie. Donc je vais présenter donc Isabelle Patrier, qui est directrice France du groupe Total Énergie, Frédéric Schenk, qui est vice-président Head of Industrial Assurance Services de SGS, Gilles Cotte, directeur du développement et de la communication d'Equans France, et Didier Petetin, qui est directeur général délégué du groupe Vicat. Je vais poser une question, donc peut-être dire quelques mots aussi en lien avec les deux tables rondes précédentes de l'après-midi sur quelques chiffres. Sur la partie industrie en France, c'était 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, 140 millions en 1990, qui est notre point de référence à tous, et on doit atteindre 45 millions en 2030. Donc c'est déjà vous montrer qu'on a fait beaucoup de choses. Et puis aussi pour rebondir aussi sur une chose, c'est que la moitié de la baisse va venir du secteur énergétique et la moitié est non énergétique. Donc les deux sujets, je pense que c'est important de ne pas résumer le sujet, parce que j'ai entendu financement d'énergie renouvelable. Ok, mais il n'y a pas que l'énergie, et je pense qu'on a autour de la table un industriel qui nous parlera plus particulièrement des sujets non énergétiques, et probablement qui fera les deux. Voilà, vous avez des personnes clés. On va peut-être commencer, parce que je pense qu'il y a eu un travail un petit peu sur l'ensemble de l'industrie, par passer la parole à Gilles, nous dire évidemment quelques mots sur le rôle d'Equans, et aussi peut-être plus particulièrement, vous avez fait un baromètre sur la décarbonation de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques enseignements ? Merci Bertrand pour cette introduction. Donc, bonjour déjà à toutes et à tous. Donc, merci déjà de me donner l'opportunité de dire quelques mots sur Equans, parce que peut-être dans l'Assemblée vous ne connaissez pas cette société. On ne vous en veut pas parce que c'est une société qui est récente. Et aujourd'hui même, on fête notre 4e année. Donc c'est notre anniversaire, donc merci pour ça à Bertrand. Et plus sérieusement, donc Equans est une filiale du groupe Bouygues. C'est un des leaders dans le domaine des services à l'énergie. Et pour vous donner quelques chiffres, c'est 19 milliards d'euros d'activité. C'est 90 000 collaborateurs partout dans le monde et on est présent dans 20 pays. Et au-delà de ça, en France, on est connu à travers des marques qui vous parlent peut-être un peu plus. C'est Axima, Ineo et Bouygues Energy Service. Et la vocation même d'Equans, c'est de servir nos clients, et en particulier industriels, dans le domaine des 3 transitions, c'est-à-dire énergétique, industrielle et numérique. Maintenant, si j'en reviens à la table ronde, c'est-à-dire le premier point, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, Equans, aux clients industriels que vous représentez autour de cette table? C'est peut-être 3 choses. D'abord, si on a 4 ans d'existence, on a 150 ans d'histoire. Et ça fait 100 ans qu'on travaille dans le domaine industriel, donc on connaît le monde industriel et c'est quelque chose qui nous passionne. Et le deuxième point, qui est assez rare peut-être, c'est qu'on a 3 expertises que l'on arrive à combiner. D'abord, une expertise électrique, à travers la marque Ineo et Bouygues Energy Service, une expertise thermique, et ça nous permet, Bertrand, tu le soulignais en entrée, ça nous permet à la fois de toucher l'efficacité énergétique et aussi le domaine de l'électrification des usages, et ces 2 pans qui sont essentiels dans la décarbonation de l'industrie, on reviendra sur ce point-là. Et le troisième, c'est une proximité très forte, puisque nous avons 700 installations et implantations en France. Ça nous permet d'être très proches des industriels pour de l'installation et de la maintenance. Voilà, j'ai voulu faire court sur la partie Equans et j'en ai fini avec cette page d'anniversaire et de publicité. Maintenant, je vais passer au deuxième volet de la question, c'est le baromètre. On a pris la décision cette année de lancer un grand sondage, puisqu'on a consulté 5 pays autour de la décarbonation et de l'industrie. C'est 1400 industriels qui ont répondu, donc on a de la matière. Et je voulais le partager aujourd'hui parce que ça peut donner un éclairage à cette table ronde. On a retenu 3 ou 4 points. Le premier,
94% des industriels, et c'est des patrons d'industrie, PME, ETI, qui ont répondu, étaient motivés et sensibilisés à la décarbonation. On dit des fois les industriels, ils traînent la patte, etc. Non, 94% des industriels et des patrons sont mobilisés sur le sujet. Donc c'est un point clé. Le deuxième, c'est qu'ils connaissent les solutions. 88% des patrons disent nous, on a des solutions en tête. Alors, ce qui revenait en premier, c'est l'efficacité énergétique, 57%. Le deuxième, c'était l'économie circulaire, ce qui est le reuse, à 52%. Et après, 50%, et la Total, je pense, reviendra dessus, c'était la mise en place de solutions énergétiques renouvelables. Alors ça, c'est le bon côté de la pièce. Le moins bon côté de la pièce, c'est que seulement 43% des industriels ont commencé à mettre en place des actions concrètes de décarbonation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accélérer, il faut les aider. Et on a essayé d'évoquer avec eux les freins. Il y a 3 freins principaux qui ont été évoqués. Le premier, qui est assez simple, c'est la complexité des solutions à mettre en place. On s'en doutait, ça c'est à peu près 32% des réponses. 27% c'est l'accès aux finances, c'est-à-dire qu'il faut pas mal de finances pour mettre ces solutions. Et comment on rend compatible la décarbonation de l'industrie et la compétitivité. Et le troisième, qui est peut-être un paramètre un peu plus français, c'était la grande complexité de notre cadre réglementaire et sa mobilité, ce qui rend compliqué les choix d'investissement. Donc voilà les freins. Alors si je fais un zoom au niveau de l'Europe, c'est assez surprenant, c'est que pour la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande, les résultats sont les mêmes. Il y a quelques spécificités. Nos amis anglais sont plus volontaristes que l'ensemble de l'Europe. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Les Belges étaient beaucoup plus portés sur le reuse et l'économie circulaire. Et en dernier lieu, les Hollandais ont beaucoup travaillé sur la géothermie et les smart grids. Donc voilà pour le baromètre. Et nous, en tant qu'Equans, on s'était dit « waouh ». On a des industriels qui sont motivés, les solutions sont là. Par contre, il faut accélérer. Pour accélérer, il faut les aider dans la mise en place de ces solutions. Et nous avons décidé de lancer une offre qui s'appelle Carbon Shift, vous l'avez peut-être vu dans la presse, qui a pour but d'accompagner les clients industriels dans leur décarbonation, dans toutes les étapes audit, mise en place des solutions, exploitation, contrat d'engagement, financement, etc. Donc c'est à peu près 500 experts qui sont disponibles pour nos industriels à travers l'Europe. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce baromètre et on pourra le rendre disponible avec un lien. Il a été publié sur le mois d'avril. Donc, merci Gilles. Donc 43% qui ont fait déjà des choses. Je pense qu'on a la chance ici d'avoir 2 industriels ce qu'on appelle le top 50 dans le jargon des émissions, mais donc c'est ceux qui ont, je pense, le plus conscience et qui ont déjà fait des choses. Didier, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots déjà sur vos objectifs, on va dire, je ne sais pas si neutralité carbone, enfin les objectifs de stratégie carbone, et puis de nous dire sur les actions que vous avez déjà menées, nous en présenter 1 ou 2 concrètes. Oui, alors peut-être rapidement présenter Vicat, qui est une entreprise familiale. À l'origine, c'est une invention, celle de Louis Vicat, en 1817. Son nom est sur la tour Eiffel parmi les savants du 19e siècle, et donc c'est la 7e génération qui est à la tête du groupe. Et en effet, l'industrie cimentière française représente 10 millions de tonnes d'émissions de CO2 sur les 80 que vous avez évoqués. Mais pour nous, c'est un départ lancé. C'est-à-dire qu'on a déjà démarré ces travaux sur la décarbonation sur l'ensemble de nos sites. Je voudrais simplement dire déjà que le ciment est un produit qui n'a pas d'alternative à grande échelle sur le développement des infrastructures. Alors, le patron d'Equans, c'est un passionné de béton et de béton bas carbone, et on s'est pas mal challengé à l'époque. Et ce que je voulais dire, c'est que la France a déjà fait d'énormes progrès, puisque les émissions de CO2 liées à l'industrie cimentière en France, c'est 1,8% des émissions totales. À l'échelle planétaire, c'est 8%. Donc l'industrie cimentière française a déjà fait un gros travail de façon générale. Et l'ambition, c'est la neutralité carbone pour Vicat, c'est la neutralité carbone sur la chaîne de valeur à un horizon 2050. Certains ne seront plus là, mais 2030 est la prochaine étape. Et 2030, c'est moins 50% par rapport à 2015. Dans ces 50%, et je vais y revenir, on a 4 leviers pour y parvenir. Il y a notamment la capture et le stockage ou la valorisation du CO2, qui représente la moitié du gain, et donc c'est une étape qui sera indispensable. Alors parmi les 4 leviers que nous utilisons, on a parlé de l'efficacité énergétique, donc on a au fil des années, et ce n'est pas terminé, réduit
sur nos équipements qui sont relativement énergivores en matière d'électricité. Essentiellement, on a modernisé nos équipements avec des réductions allant de 30 à 50%. Donc ça, premier levier. Le second, c'est l'utilisation de combustibles fossiles pour cuire la pierre, qui est le calcaire en fait. Et on en produit la matière active qu'on appelle le clinker. Et donc, cette énergie fossile nécessaire, on la substitue avec des déchets issus des territoires et des déchets générés par chacun de nous ici. Et donc, à ce stade, nous atteignons en France 70% de combustibles non fossiles dans nos cimenteries. Et notre objectif, c'est d'atteindre 100% de combustibles substitués en 2030. Donc ça, on intègre verticalement, on produit nos propres déchets issus, notre propre énergie issue de déchets valorisés. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est de réduire le fameux taux de clinker qui génère, lorsqu'on cuit la pierre calcaire, donc elle dégage du CO2, qui est intrinsèquement piégé dans la pierre. Et donc ce CO2 est inévitable. Donc il faut qu'on réduise ce taux de clinker. Donc ça, c'est un travail qui est mené sur nos propres produits. On a notre centre de recherche, notre siège de l'île d'Abo, au fin fond des territoires. Donc réduction de ce taux de clinker dans nos ciments, dans les bétons, dans les solutions constructives. On a développé un certain nombre de solutions constructives à partir de matériaux biosourcés, en essayant d'utiliser également de valoriser des terres polluées. On parle d'artificialisation des sols. Nous valorisons en cimenterie des terres polluées que nous transformons en ciment pour les remettre sur les chantiers. Ça, c'était donc le troisième levier, c'est de réduire ce taux de clinker. Mais il reste l'étape ultime qui est celle de pouvoir capter, stocker ou valoriser ce CO2 inévitable. Et là, c'est ce qu'on appelle le CCUS, capture, stockage ou utilisation du carbone. Et donc ça, c'est notre projet VAIA, qui est en cours d'instruction, qui permettra de capter 1 200 000 tonnes de CO2 sur notre cimenterie de Montalieu en Isère, de réutiliser un réseau de pipeline existant mais non utilisé à ce jour, qui permettra de relier Montalieu à Fos-sur-Mer pour ensuite être liquéfié, pour être stocké dans des couches géologiques de façon pérenne. Et ce projet qui est fait en lien avec, en partenariat avec SPSE, LNJ et Eni et RTE va permettre d'initier un circuit de captation de CO2 sur tout le bassin versant du sud-est de la France, puisque ce pipe descend le long du Rhône, et on pourra ainsi, en démarrant ce projet d'1 200 000 tonnes pour Vicat, ensuite capter 4 millions de tonnes de CO2 de toutes les industries descendant de Lyon à Marseille. Donc ça, c'est un projet en cours de captation. Alors, on a déjà fait des choses, et c'était le cas à Nancy et sur le troisième levier, qui est le projet Argilor, qui a pu bénéficier, et on en reparlera je pense tout à l'heure, qui a pu bénéficier de l'aide de l'État dans le cadre du premier plan France Relance, qui constitue un projet de production d'argile activée. Alors je ne vais pas rentrer dans les termes, mais ça permet de réduire ce taux de clinker à partir d'argile présente sur notre cimenterie de Nancy, de cuire. Alors on est à plus basse température, on n'a pas d'émissions de CO2, et donc ça permet de substituer, de réduire jusqu'à 50% le taux de clinker dans nos ciments. Et donc c'est un investissement de 50 millions d'euros. On a apporté 10 millions d'euros de plus pour améliorer le process, la qualité des produits, donc 60 millions d'euros. L'État a apporté 13 millions d'euros, ce qui a permis de déclencher l'investissement et de gagner 5 ans sur la décarbonation. Et ça, c'est important. Et donc, ce projet tourne aujourd'hui, et on est en phase de certification, et on attend la certification pour le mois de septembre. Donc, des actions, je vous parle de départ lancé, et en effet, c'est le cas. Mais là, on est sur VAIA, et c'est un projet extrêmement important pour l'ensemble de l'industrie française, et notamment du sud de la France. Merci Didier. Je pense que si vous entendez les chiffres, en tout cas, il y a en tête que quand on entend 4 millions de tonnes ramenées au stock, c'est considérable. Donc, je m'adressais à vous, Isabelle, là, donc avec peut-être une casquette à la fois un peu d'énergéticienne et puis aussi d'industrielle. Donc,
votre stratégie, à la fois stratégie propre et stratégie d'accompagnement de vos propres clients pour atteindre ces objectifs, et où en êtes-vous et sur votre propre outil industriel en France? Peut-être des grandes données pour que vous ayez ces enjeux en tête. Sur la planète, il y a 20 ans, on consommait 82% de notre énergie était d'énergie fossile. Cette année, en 2025, 80% de l'énergie consommée est encore fossile. Donc en fait, vous voyez qu'en 20 ans, on n'a pas tellement progressé. Et peut-être un autre enjeu, la France, qui est le 5e pays le plus décarboné de la planète, consomme encore 60% d'énergie fossile, alors qu'elle est le 5e pays décarboné. Donc on pourrait se dire 5e, on a une dépendance aux énergies fossiles qui est inférieure. En fait, non. Elle reste majoritairement dépendante à des énergies fossiles. Donc ça, c'est le premier enjeu. Peut-être Total Energy dans tout ça. Total Energy représente 1,5% de la production de pétrole de la planète et 1,5% de la production de gaz de la planète. Et quand vous faites le cumul de Exxon, Chevron, Shell, BP et Total Energy, on représente environ 10% de la production de pétrole et de gaz de la planète. C'est-à-dire que 90% de la production reste une production entre guillemets souveraine de sociétés nationales qui elles-mêmes ont des concessions qui sont chez elles et qui produisent un peu partout, soit chez elles, soit ailleurs d'ailleurs. C'est intéressant à voir ces ordres de grandeur, c'est qu'on n'a pas tellement progressé alors que dans l'intervalle on a produit beaucoup d'électricité ou d'énergie renouvelable ou circulaire, mais évidemment dans l'intervalle la croissance économique, l'accès à l'énergie d'un certain nombre de populations et aussi l'augmentation démographique ont fait que finalement on est passé que de 82 à 80% de dépendance aux énergies fossiles, pas un gros gap. Alors, Total Energy, dans tout ça, évidemment, on est rentré dans cette démarche de zéro émission nette ensemble avec la société en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir investir et développer le système. Évidemment, le système A, j'ai envie de le dire comme ça, est le système qui nous demande d'approvisionner une énergie qui est l'énergie, c'est fameux 60% pour la France, mais beaucoup plus dans d'autres pays. Vous prenez la Pologne, l'Allemagne, etc. C'est beaucoup plus que 60%. Et encore plus dans un certain nombre de pays comme la Chine, l'Inde, etc. Ou les États-Unis, d'ailleurs. Et puis, une sécurité d'approvisionnement, un supply pour nos clients pour avoir cette sécurité. Et puis un deuxième pilier qui est le pilier B, qui est de produire une énergie décarbonée. Et à ce moment-là, nous, on a comme ambition de devenir l'un des leaders de l'électricité mondiale et d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité dans 5 ans, donc en 2030. Ça vous paraît, il y a 10 ans, on n'était pas électricien du tout. Donc on apprend un nouveau métier. Comment est-ce qu'on arrive à ça? On investit, un tiers de nos investissements à peu près sont des investissements qu'on fait dans l'électricité et les molécules bas carbone, biocarburant, biogaz, biodiesel, et puis un jour d'autres carburants peut-être synthétiques. Mais d'ici 2030, c'est ça notre objectif. Comme on s'y est pris depuis un certain nombre d'années et qu'on a une trajectoire d'investissement qui est constante, évidemment, on a réussi à développer un parc de production d'électricité renouvelable assez conséquent. On est à 28 gigawatts. 28 gigawatts, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français aujourd'hui que détient Total Energy en production d'électricité renouvelable. Et on a reproduit, j'entendais la table ronde précédente, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il ne faut pas arbitrer entre la productivité, la rentabilité, la performance et la décarbonation? Nous, on se fixe évidemment des objectifs qui sont toujours les mêmes, qui est d'être, et on reproduit les mêmes modèles, sur le pétrole comme sur le gaz. On recherche, on produit, on stocke, on pilote, on fait le trading et on distribue. Sur l'électricité, c'est pareil. On produit, donc on produit de l'électricité éolienne, solaire, hydroélectrique. En France, on a 740 unités de production d'électricité qui nous permet d'avoir 2 gigawatts en France. Donc c'est à peu près 2 réacteurs nucléaires de puissance installés. Et pour avoir nos 28, comme on est dans 120 pays sur la planète et qu'on en développe dans un certain nombre, on est arrivé à 28. Et on sera à 100 gigawatts, c'est-à-dire 4 fois plus à peu près dans 5 ans.
et on est trop confiant là-dessus. On stocke, parce qu'on produit des batteries et donc on stocke notre électricité. On la pilote parce que la nuit, vous en avez besoin, alors que quand le soleil ne produit pas, évidemment, ça nous nécessite de la stocker, de la piloter avec des centrales gaz qui elles-mêmes vont se décarboner au fur et à mesure. Et puis de la distribuer à nos clients, donc chez vous, parce qu'on distribue de l'électricité chez vous, ou chez des professionnels qui vont petit à petit s'électrifier. Puis un certain nombre d'usages vont s'électrifier parce qu'un moteur électrique, son rendement est de 80%, alors qu'un moteur thermique, son rendement il est à peu près à 40%. Donc il est moins bon. Donc on va économiser aussi, et on en parlait à la table ronde précédente, le volume d'énergie, parce qu'en s'électrifiant, on économise. Et puis on produit des renouvelables comme ça, mais on produit aussi des donc des biomolécules, carburant d'aviation durable. On a notre première unité qui démarre l'année prochaine. Biodiesel, la première raffinerie transformée à côté de Marseille a démarré en 2019. Nous avions 6 raffineries sur le territoire français. Nous n'en avons plus que 3 qui traitent du pétrole brut. Les autres, soit elles ont déjà démarré, c'est celle de la Maine, soit elle démarrera, c'est celle de Grand Puy, qui est la seule raffinerie en Île-de-France, inaugurée par Pompidou en 1967, qu'on a arrêté il y a 5 ans et qui démarra avec des carburants d'aviation durable pour Charles de Gaulle et Roissy l'an prochain. Et donc ça amène la question, comment fait-on, nous, sur nos outils industriels ? En fait, on les transforme, donc on investit pour pouvoir les passer sur de la biomasse. Quand on fait des biocarburants, on récupère des huiles alimentaires usagées, on les traite, on les hydrotraite, et ça fait des biocarburants qui sont sans modification des moteurs, ni des avions, ni des voitures, ni des trains, complètement substituables, et qui nous permettent de réduire ces fameuses émissions, ou du biogaz. On est leader en France de la production de biogaz, mais c'est aussi le cas, on en produit aux États-Unis, on en produit en Pologne, et notre trajectoire sera celle-ci. Quand vous regardez l'AIE dit on sera en 2050 essentiellement à l'électricité. Il y aura une partie qui sera à peu près 20% de biomolécules, de fuel synthétique, enfin de bio, parce que ce qui n'est pas électrifiable, évidemment, on va trouver d'autres énergies qui seront ces bio ou synthétiques molécules. Et puis vous avez une partie qu'on ne sait pas encore substituer, et à date, en 2025, on sait, et c'est ce que dit l'AIE ou le GIEC, environ 20% de l'énergie en 2050 sera fossile. Et donc là, il faut faire ce qui vient d'être expliqué. Ce que fait Vicat, c'est capter, stocker le CO2 et puis compenser, c'est-à-dire créer des puits de carbone pour pouvoir éliminer ce CO2 qui aujourd'hui n'est pas technologiquement évitable parce qu'on n'a pas encore trouvé la technologie. Alors peut-être que dans 25 ans on l'aura trouvé, mais pour l'instant c'est la trajectoire que la planète s'est fixée et qui correspond à ce que nous, en termes de démarche zéro émission nette, ensemble avec la société, nous avons entamé. Merci Isabelle. Donc Frédéric, on vient d'entendre 2 exemples de transformation d'outils industriels qui sont des transformations du temps long. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de SGS et dans l'accompagnement de ces transformations, et puis prendre aussi dans votre exemple de vie d'entreprise des transformations que vous avez accompagnées ou que vous êtes en train d'accompagner pour cette durabilité? Alors peut-être quelques mots sur la SGS qui a été fondée à Rouen il y a environ 150 ans. Une société de services, donc leader mondial des services de testing, d'inspection et de certification, qui est depuis une vingtaine d'années environ le leader aussi du secteur dans le domaine du développement durable. Je ne sais pas si je pense qu'il faut parler un peu plus près parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le retour près du micro, d'accord. Qui est donc depuis une vingtaine d'années leader aussi dans le domaine de l'ESG, de la décarbonation. En tant que société de service, on a des leviers qui sont moins importants que les gens de chez Total ou de chez Vicat, mais on s'y attache et ça fait partie de notre ADN. Alors, si on regarde comment fonctionne la décarbonation, on a beaucoup parlé de la France aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner un éclairage peut-être un peu plus international, puisqu'on est dans 143 pays. Et en fait, la décarbonation est un exercice qui se fait dans 143 pays aujourd'hui. Ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a très forte concentration, un très fort focus sur l'électrification, la continuation de l'électrification. On l'a entendu dans
table ronde précédente, qui passe évidemment par le développement continu de la production nucléaire, mais aussi éolienne, notamment offshore, et aussi par le développement des réseaux de distribution, mais aussi des solutions de stockage. On voit apparaître de nombreux projets qu'on appelle BESS, Battery Energy Storage as a Service, en gros des parcs de batteries qui permettent de stocker l'énergie produite quand on n'en a pas besoin pour être redistribuée quand on en a besoin. Sur tous ces projets, en fait, on intervient comme tierce partie de confiance. C'est-à-dire qu'on va fournir une assurance quant à la qualité, à la conformité, à la sécurité, au bon déroulement d'un projet d'investissement, CAPEX, mais aussi lors du fonctionnement de ces installations. Pour vous donner quelques exemples, dans le domaine du CAPEX, d'abord, on a travaillé depuis de nombreuses années dans le monde entier sur des champs éoliens offshore, en mer du Nord, à Taïwan, en Corée, en Allemagne, en Grande-Bretagne, où nos équipes s'assurent que le matériel fourni est de qualité, et puis aide le commanditaire en fait à s'assurer que la construction se fait conformément au plan, en temps, en heure et en qualité. On a des projets qui sont un peu plus spéciaux. Par exemple, on a développé en Asie un partenariat avec une entreprise qui travaille dans l'ingénierie énergétique, on dira. Et en partenariat avec eux, on aide certains de nos clients dans le domaine notamment de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, à transformer leur processus industriel, où nous, on va faire plutôt de la supervision, de la validation, la certification en termes de carbone émis, sauvé en fait, ou de non-émission de carbone, et où nos partenaires, eux, vont faire l'ingénierie. J'étais récemment à Hambourg et on voit en Allemagne un très fort développement. Quand je dis très fort, on parle de dizaines de milliards d'euros d'investissement dans un réseau de distribution nationale qui couvre l'entier de leur territoire, sur 2 ou 3 dorsales probablement depuis la mer du Nord, pour la distribution d'hydrogène. Et on voit là qu'il y a une différenciation entre certains pays où les Allemands ont décidé que leur futur énergétique passait par une utilisation extrêmement forte de l'hydrogène. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là on reprend un thème qui a été évoqué avant, à savoir le comportement et puis la formation des gens. On voit que la complexité des réglementations européennes, comme CBAM, exige en fait des gens qui sont hors de l'Union européenne d'être formés. Et en fait, depuis 2 ans environ, on participe, on anime des programmes de formation et de qualification personnelle, et on vient de finir un gros programme de formation d'industriels en Asie du Sud-Est sur mandat de l'IFC, donc International Finance Corporation, pardon, pour soutenir en fait la transition énergétique des industriels asiatiques. Alors les gens qu'on a formés, c'était pas les opérateurs, c'était vraiment les managers, les décideurs, les CFO, pour que eux puissent comprendre quels étaient ou quels seraient les impacts sur leur fonctionnement, leurs opérations et notamment leur bilan financier de l'introduction du CBAM. Merci. Peut-être revenir à Gilles. Là, vous avez évoqué là, le fait que vous ayez développé une solution un peu spécifique là, autour du carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réalisation de cette nouvelle solution? Et puis après, comme on essaie de donner des perspectives, et je pense que je poserai la même question à vous quatre, c'est de dire au fond, aujourd'hui, quels sont les freins et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite? J'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'argent, mais est-ce que peut-être vous nous direz si c'est ça le sujet, quels sont les autres freins, en tout cas dans vos clients, pourquoi,
on a envie de dire, mais au fond, si on a les solutions, pourquoi on ne va pas plus vite? Ça paraît évident. Donc, dites-nous vraiment votre solution, là, comment ça se déploie. Est-ce que ça marche peut-être aussi dans des groupes plus petits? Parce que là, on a effectivement des têtes d'affiche sur la partie PME, ETI. Est-ce que vous avez des résultats concrets? Parfait. Donc avec plaisir déjà pour parler d'autres solutions, parce qu'effectivement, cité par Total Energy, par Vicat, il y a une part de CO2 qui est inévitable, et à part la capture et la compensation, on n'a pas d'autre solution. En revanche, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grande part de CO2 qui est évitable. Et nous, on a tendance à classer les solutions de décarbonation en 3 grands blocs. Le consommer moins, le consommer vert et le consommer flexible. Je vais revenir sur ces 3 notions. Le consommer moins, on le comprend bien, c'est de l'efficacité, de la régulation, c'est diminuer les fuites d'air comprimé sur un site industriel, c'est récupérer de la chaleur fatale, et je donnerai un exemple tout à l'heure. Ça, c'est le consommer moins. Aujourd'hui, il y a une très forte température, et merci encore à vous d'être venu jusqu'à là et d'avoir bravé la température. Mais on voit que dans ces périodes très chaudes, on a aussi un problème de pic, puisqu'on a des centrales qui sont en limite de stress hydrique. Donc, le consommer moins, c'est la première chose à faire, c'est globalement appelé efficacité énergétique. Le deuxième sujet, le consommer vert, c'est le plus important, il a été évoqué précédemment, c'est comment je substitue des énergies fossiles, et on l'a vu avec Total Energy, ça ne va pas hyper vite, par des énergies renouvelables. Alors là, c'est du PV, c'est de la biomasse quand on a des déchets organiques, et nous, Equans, il y a une solution que l'on pousse parce qu'on la trouve vertueuse, elle est inépuisable, elle est sous nos pieds, et elle est renouvelable, c'est la géothermie, basse profondeur, avec stockage que l'on appelle ATES, ou par sonde. Et cette technologie, il faut la pousser parce que c'est l'une des technologies les plus efficaces pour produire du froid et du chaud primaire quand le bâtiment est assez équilibré. Et là aussi, je reviendrai dessus. Et la troisième, c'est le consommer flexible. Les grands industriels consommateurs d'énergie, Total, Michelin, etc., Vicat, l'ont à peu près tous fait. C'est effacer les sites industriels. C'est plus compliqué pour les PME et les ETI parce que le ROI d'effacement, il est beaucoup plus complexe. Mais on rejoint ce qui a été dit sur les solutions de stockage, de microgrid. Encore une fois, les Hollandais ont pas mal travaillé là-dessus. Donc, on voit que les solutions existent. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples. Un qui concerne les grands industriels, et ça va faire écho à ce qui a été dit précédemment, et un PMI-PME, parce que PME-ETI, il ne faut pas les oublier. Le premier, c'est un grand groupe manufacturier, je tairai le nom. Donc, ils ont évidemment une feuille de route décarbonation qui est bien établie. Ils ont diminué par 2 depuis 2010 leur émission de CO2. Ils se sont fixés d'être net zéro carbone en 2050 sur l'ensemble des sites industriels. Ils ont fait à peu près 80-70% du chemin. Et donc, ils ont fait appel à nous pour les accompagner sur les 30 derniers pourcents, qui sont souvent les plus compliqués à atteindre. Là, c'est des audits sur l'ensemble des sites. On les a menés en Europe et aux États-Unis. On a proposé de la récupération, des meilleurs réglages, de la géothermie, etc. Et on va les mettre en œuvre. Et là, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le président qui porte, et ça rejoint bien l'implication des industriels pour décarboner leur site, le président de ce groupe a aussi valorisé la tonne de CO2 à 200 €. C'est-à-dire quand ils analysent dans ce grand groupe manufacturier, où j'ai manqué de dire le nom, un projet, ils vont le faire sur cette base-là et ça rend économique et viable certains projets de substitution. Alors ça, c'est le monde des grands industriels. Je vais vous en donner une toute petite laiterie qui fait du lait en poudre. Et je suis désolé, on ne va pas parler en millions de tonnes, mais en milliers de tonnes, mais plein de petits sites, ça fera des millions de tonnes aussi. Alors ce laitier, il a besoin de froid et de chaud. Ils avaient à peu près 6,5 MW. Ça va être la partie la plus technique de mon intervention, mais elle va être courte. 6,5 MW de froid, et on a mis de la récupération de chaleur fatale, et on a récupéré à peu près 1,5 MW de chaud. On a mis une pompe à chaleur dessus pour remonter la température jusqu'à 75-80 degrés, et on a alimenté une boucle d'eau chaude qui sert à cet industriel, puisque les industriels dans le laitier ont besoin de froid et de chaud. Pour vous donner les chiffres, c'est à peu près 4 millions d'euros d'investissement. C'est à peu près 1,5 MW de chaud fabriqué en substitution du gaz, et l'économie, elle est de 1500 tonnes de CO2. Je suis désolé, c'est dérisoire par rapport aux chiffres de Vicat, mais pour eux, c'était très important et ça leur a permis d'atteindre le net zéro carbone. Et en fait, on a un ROI sur ce projet qui est de 5 ans. Donc ça veut dire que là aussi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ROI. C'est assez long pour un industriel et ça incluait des aides ADEME Fonds Chaleur et des C2E. Donc voilà 2 exemples concrets d'accompagnement de clients industriels.
par rapport au dernier volet de la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ? Moi, je ne vais pas parler d'argent, puisque je crois qu'ils en ont beaucoup parlé dans la table précédente. On a, nous, 3 propositions concrètes. C'est de dire, aujourd'hui, il est important d'accompagner des projets en France, avec l'énergie dont on dispose, l'énergie électrique dont on dispose, de substituer du gaz, des énergies fossiles par de l'énergie électrique. Sauf qu'aujourd'hui, on a un coût du gaz qui est bas. Et même si on a une installation qui est performante, économiquement, c'est pas viable. Donc nous, on se dit qu'il faudrait qu'on regarde le coût du gaz, le coût de l'élec et le COP, c'est-à-dire la performance de la machine, et qu'on puisse compenser. Je donne un exemple. Un industriel qui remplace une vieille chaudière gaz par une solution élec, il va peut-être payer son gaz 30 ou 40, peut-être son élec à 150. Je me dis 40 € de coût de gaz fois 3, parce que c'est la COP de la machine, ça fait 120. Si l'élec, il le paye plus de 120 € du mégawatt, il va perdre de l'argent. Donc comment on aide cet industriel sur ça ? Et c'est un bon investissement à la fois pour la planète, à la fois pour notre indépendance énergétique et pour nos économies, puisque c'est mieux pour notre balance commerciale. Donc voilà, ça c'est une première proposition. La deuxième, la géothermie, on a quand même une virtuosité française, c'est la complexité réglementaire. On est le seul pays où pour faire un trou de forage, il faut passer pour un code minier dès qu'on a une installation à 0,5 MW. Donc je sais que les pouvoirs publics se sont accaparés de ce sujet-là. Donc nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est faisons comme les autres pays européens. C'est à partir de 2 et 3 MW qu'on demande un avis de forage à la DREAL, sinon ça complexifie. Et on a la chance en France d'avoir ici, on s'appelle le bassin parisien, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Donc on a de la capacité à faire de la géothermie sous nos pieds. Et encore une fois, c'est quelque chose, c'est un trésor que l'on exploite à date pas assez. Et le dernier, ça serait d'être peut-être un peu plus cohérent dans nos engagements réglementaires. Je donne l'exemple des C2E. Je ne discute pas de l'efficacité. En tout cas, pour les industriels, la récupération de chaleur, c'est plutôt quelque chose qui était efficace et qui a montré une certaine économie. Il y a un projet d'arrêter les fiches C2E sur les tours aéro-réfrigérantes et les groupes froids. Ça veut dire que ça va être un frein à la décarbonation. Et nous, on se dit plutôt qu'il aurait fallu moduler, prendre le temps et surtout moduler le volume attribué des C2E. Et je pense que si on parle de C2E, certificat d'économie d'énergie, il faudrait peut-être un jour parler de CEC, c'est-à-dire certificat d'économie de carbone, si on veut accélérer la décarbonation. Donc je finirai par mon intervention par ce fameux KEC, qui est un projet qu'on voulait présenter aujourd'hui. Et après, moi, en conclusion, je me dis on a des industriels qui sont motivés et impliqués. On a des solutions qui existent, alors avec une part qui est compliquée à atteindre. Il faut maintenant la jouer collective et accélérer, même si on est le 5e pays le plus décarboné. Je pense qu'il y a une place pour trouver des solutions décarbonées qui sont économiques, et il faut rajouter le stress hydrique qui va nous tomber sur la tête assez vite, et peut-être la préservation de la biodiversité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est bien de dire KEC parce que je crois que CEC, c'est la chère énergie climat. Donc, et puis d'autres aussi, il y a d'autres acronymes utilisés. Mais je ne sais pas, Isabelle, est-ce que vous voulez réagir? Parce que tout à l'heure, on a entendu parler un petit peu d'hydrogène. Donc là-dessus, est-ce que vous voulez dire un mot sur... Est-ce que vous y croyez encore? Parce que j'entends parfois qu'une technologie chasse l'autre. Donc là, on se met à parler de capture de carbone. Mais est-ce que c'est en substitution? Est-ce que c'est en complément? Et puis après, comme on a un tour de table limité aussi, nous partagez peut-être votre vision sur comment accélérer. J'ai entendu qu'on est passé de 82% à 80% en 20 ans. Oui, on n'accélère pas vraiment beaucoup. Voilà, mais je pense aussi que votre groupe croit quand même être en capacité de faire. Donc comment tout ça est soluble, tout ça, voilà. Alors sur l'hydrogène, je vous le disais tout à l'heure, il y a des technologies qu'on ne sait pas électrifier. Une distillation de raffinerie ou de bioraffinerie, on ne sait pas électrifier. On sait électrifier quelques fours de nos unités, mais on ne sait pas remplacer du gaz par de l'électricité sur une partie de nos installations. Donc notre enjeu, ça va être justement l'hydrogène vert, c'est-à-dire passer d'un gaz naturel ou un hydrogène gris à un hydrogène vert. Et c'est pour ça que Total Energy, il y a 2 ans, a lancé le premier appel d'offres massif d'hydrogène vert pour décarboner nos raffineries. On a fait un appel d'offres de 500 000 tonnes d'hydrogène vert et on a commencé par compartiment
attribué, puisqu'on a eu énormément de réponses, étonnamment, à attribuer un certain nombre de contrats pour pouvoir décarboner toutes nos unités de raffinage ou de bioraffinage en Europe, pour pouvoir abattre justement le CO2 qu'on ne sait pas éliminer autrement. Donc oui, on y croit, parce que forcément, produire de l'hydrogène vert, même si c'est très cher, hein, parce que vous avez besoin de produire de l'électricité renouvelable, vous avez besoin de transformer en hydrogène, de le stocker dans des électrolyseurs. Donc forcément, vous êtes sur une chaîne de valeur qui est plus chère que juste électrifier, puisque vous n'allez pas juste vous arrêter à la production d'électricité. C'est plus cher, c'est juste pas possible de faire autrement. Donc oui, forcément, on y croit. Et en lançant cet appel d'offres, je crois que ça a permis aussi de lancer une filière de production d'hydrogène vert. Le premier qui a répondu et à qui on a affecté un contrat, c'est Air Product, qui va donc pouvoir répondre et produire, parce qu'il a un débouché qui sera une partie de notre raffinage. Ça, c'est pour la question de l'hydrogène. Alors, comment avancer ? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite, peut-être ? Et pourquoi est-ce qu'en France, on n'avance pas plus vite ? En France, je vais vous donner quelques exemples. Pour transformer la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne en bioraffinerie, on l'a arrêtée en 2020. Et on nous a dit, puisque l'investissement, c'est 500 millions pour transformer la plateforme en plateforme zéro pétrole, donc on dépasse des seuils. Donc pour passer d'une raffinerie à une bioraffinerie, vous êtes obligé de saisir la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire que vous allez faire une concertation autour de votre site pour demander à vos riverains, aux collectivités, etc., aux associations, est-ce que vous êtes d'accord pour passer d'une unité qui va traiter du pétrole brut à de la biomasse, pour faire du carburant et passer au biocarburant. Donc là, vous en avez pour 12 mois à peu près. Si toutefois, et alors je crois que 2020-2021, ça ne vous aura pas échappé, on a eu énormément d'élections, ça suspend la démarche de la Commission nationale du débat public. Donc en fait, parce qu'on a passé ce seuil, ça nous a pris 14 mois. Une fois que vous êtes arrivé sur ces 14 mois, je vous l'ai dit, cette raffinerie avait été inaugurée, c'est un site Seveso seuil haut. Donc en fait, ça fait longtemps, depuis 67, qu'on fait du raffinage et qu'il n'y a plus vraiment de biodiversité aux endroits de nos installations. Pour les convertir, vous êtes obligé de nouveau de faire une étude environnementale. Et cette étude, c'est une étude 4 saisons, parce qu'il faut vérifier saison par saison que vous n'avez pas d'impact. Donc ça dure 4 saisons, 12 mois. Donc on s'est rajouté 12 mois. Et vous ne pouvez pas faire la Commission nationale du débat public en même temps que l'enquête environnementale. Puis ensuite, vous déposez vos permis. Donc là, vous êtes déjà à une trentaine de mois. Vous déposez votre permis, puis après votre permis, instruction, 1 an, les recours, quelques mois. Et bien en fait, cette raffinerie qu'on a arrêtée en 2020 ne démarrera que mi-2026 pour faire des biocarburants. Et je peux vous dire que quand on a consulté certains de nos voisins, ils nous disaient « mais pourquoi vous nous demandez, puisque c'est mieux, puisque on passait d'une raffinerie qui était traitée de but à une raffinerie qui traite de la biomasse ». Oui, mais c'est la loi française. Donc pourquoi ça ne va pas plus vite ? Voilà, c'est une de mes réponses. Autre image, on a en France environ 600 collaborateurs pour faire développer des projets renouvelables, éoliens, solaires, hydroélectricité, et puis environ 300-400 pour faire du biogaz. Aujourd'hui, avec ce que nous avons comme collaborateurs dans un pays entre guillemets qui avance entre guillemets normalement, on devrait pouvoir faire entre 500 et 600 mégawatts de projets chaque année qui démarrent. On en est à 200. Donc en fait, on fait 3 fois moins qu'un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. Quand vous déposez des demandes d'épandage pour faire de la biométhanisation, vous récupérez des déchets agricoles ou agroalimentaires, vous les traitez dans vos biométhaniseurs, puis après, il y a une partie qui va passer dans les tuyaux de biogaz, qui va passer dans les tuyaux de gaz naturel, et puis une partie qui va faire l'objet d'un plan d'épandage pour remplacer les fertilisants fossiles des agriculteurs par ces fertilisants bio. Ce plan d'épandage, en France, il prend 24 mois, aux États-Unis, il prend 2 mois. Voilà. Donc, quand vous comparez ça, pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Voilà pourquoi. Et quels seront les freins ? Peut-être simplifier tout ça. On parle beaucoup de la loi simplification, qui a un peu de mal à avancer et qui ne traite pas forcément toujours les bons sujets. Donc ça, c'est quand même peut-être un levier facile à mettre en œuvre.
Deuxièmement, un industriel a besoin d'avoir confiance pour investir. Et vous ne pouvez pas un jour vous investir en fonction d'un projet de loi de finances. Nous, on n'investit pas quand vous inaugurez en 67 et que vous arrêtez en 2020, vous êtes sur plusieurs décennies. Donc nous, on investit pour plusieurs décennies. Donc on ne peut pas avoir des marches avant, marches arrière. Ah ben, une fois, on veut des renouvelables, puis finalement, la semaine d'après, il y a un moratoire. Donc tout le monde tremble, et puis nos personnels aussi. Vous imaginez bien, quand vous avez 1 millier de gens dans vos filiales, mais que vous avez vos sous-traitants, 80% de nos sous-traitants sont des sous-traitants locaux, français, qui sont des artisans, électriciens, thermiciens, qui font du BTP parce qu'il faut essayer de travailler pour les terrains. Et en ce moment où là, il y a une crise du logement, bah, en fait, ils sont bien contents d'avoir les renouvelables pour pouvoir avoir un business et développer et continuer de faire vivre leurs entreprises. Mais en fait, vous arrêtez tout le système. C'est des milliers de gens, c'est des milliers d'entreprises, quelle que soit leur taille, parce qu'un grand Total Énergie, il utilise des petits sous-traitants pour pouvoir faire tout ça dans toutes les régions de France. 740, c'est pas des gros sous-traitants qu'on utilise. Faut être lucide. Donc voilà, vous stoppez les choses. Donc il faut une continuité. Et puis peut-être aussi protéger les industriels qui ont le courage d'investir sur le territoire français ou sur le territoire européen, maintenir des emplois industriels sur le territoire français ou européen. Et quand je vois qu'il y a 3 mois, on a voté un crédit d'impôt pour compenser l'écart entre le prix du kérosène et le prix des carburants aériens durables qui sont plus chers, puisque c'est de la biomasse, donc c'est beaucoup moins abondant que le pétrole brut, donc c'est un peu plus cher, vous êtes à 3 fois à peu près le prix, et qu'on n'a pas donné comme condition suspensive, chaque compagnie aérienne a droit de lever 40 millions de crédits d'impôt avec nos impôts, donc avec les impôts des Français. On n'a pas obligé à produire ces carburants d'aviation durable pour bénéficier de cet impôt sur le territoire, non même pas de la France, de l'Europe. Donc en fait, le lendemain de ces crédits d'impôt, moi je co-préside la commission souveraineté sécurité économique du MEDEF, on a appris qu'il y avait des Chinois qui cherchaient à nous contacter pour pouvoir nous les mettre en relation avec les compagnies aériennes qui vont eux-mêmes sur des usines hyper subventionnées, un coût social qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous, on nous oblige à faire ça sur des déchets en concurrence avec l'alimentaire. Eux, quand je vois qu'il y a certains pays d'Asie qui ont augmenté leur consommation, leur production d'huile alimentaire usagée, je ne peux pas croire que les Asiatiques, tout d'un coup, ils mangent des frites, de 30%. Je pense qu'il y a un peu d'huile de palme quand même dans la production de biocarburants aériens de certains. Je parle des Chinois, mais c'est pas que les Chinois. Enfin, je veux dire, c'est globalement l'Asie, peut-être même les États-Unis, j'en sais rien. Comme en fait, on est les rois de la réglementation, mais qu'on contrôle rien. En fait, on oblige nos industriels, mais on le fera une fois. Si demain on produit des carburants d'aviation durable, et si l'année prochaine on démarre notre unité, et que finalement ils ont intérêt à prendre des biocarburants qui arrivent d'Asie ou d'ailleurs, hyper subventionnés, nous, en termes de réglementation, on aimerait bien que les mesures anti-dumping s'appliquent aux biocarburants et aux biomolécules et aux usines qu'on crée sur le territoire européen. Je sais qu'on ne peut pas le faire sur la France parce que dans l'Union européenne, on a des réglementations qui sont contraintes, mais faisons-le au moins sur le territoire. Et on parlait de CBAM, c'est une forme de frontière pour protéger nos industries et nos industriels qui ont le courage d'investir parce que la prochaine fois, ils n'investiront pas, quoi. Et juste peut-être scope 1, scope 2, pardon, Thibaut. On parle beaucoup de scope 1, scope 2, scope 3. Peut-être aussi avoir en tête que si chacun d'entre nous s'occupe de son scope 1 et de son scope 2, il n'y aura pas de scope 3. Donc en fait, nous, tous les industriels, on s'occupe de notre scope 1, de notre scope 2. Mais quand on distribue des produits, si vous les achetez et qui sont fossiles et que vous les achetez, en fait, vous allez contribuer au scope 3. Si vous-même, vous transformez votre voiture, vous transformez votre chaudière, évidemment, il y a des questions de moyens, il y a un rythme de cette transition. Mais à un moment donné, on est tous responsables. Quand on dit ensemble avec la société, une démarche zéro émission nette 2050, ensemble avec la société, la société, c'est nous tous, quoi. Voilà, pardon. Non, mais je sentais beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'idées, donc c'est toujours, c'est passionnant puisque on a besoin d'idées pour accélérer. Frédéric, j'ai entendu que la SGS était née à Rouen, mais je sens que vous avez un ADN un peu dans la Confédération helvétique. Est-ce que si on se déplace en Suisse, effectivement, est-ce que vous voyez aussi des choses dont on pourrait s'inspirer de ce territoire ? Alors, je pense que je viens effectivement du petit pays alpestre voisin.
dont l'entier du gouvernement, des parlements cantonaux et de l'administration fédérale tiendrait probablement de manière très confortable dans ce bâtiment de Bercy. Je sais pas. Je sais pas. Oui, la Suisse est caractérisée par une approche qui est très pragmatique, c'est-à-dire que on a tendance à essayer les choses avant de légiférer et puis de nommer commission, sous-commission, contre-commission et de passer des mois en argutie. Donc, la Confédération s'est mise en avant, a dit bon, bah, je vais réduire de moitié mes émissions de CO2. On a un problème, c'est qu'on n'y arrive pas sans faire de la compensation indirecte. Donc, on a décidé la Confédération a décidé de voir comment faire, comme on dit chez nous. L'approche est toujours la même en Suisse. On intègre la société civile, les entreprises privées et les administrations fédérales et cantonales. Et nos Bünzli, comme on les appelle, donc nos fonctionnaires fédéraux de l'EMPA, de notre laboratoire national d'essai, ont monté un consortium suisse au Mans qui s'appelle H2 für CH, c'est du suisse allemand, qui en fait a comme objectif de mettre en place une chaîne de valeur, mais totale, depuis la production d'hydrogène vert à Oman, qui est ensuite exporté en Suisse pour être consommé ou réexporté, parce qu'on est quand même des gens de commerce, hors de Suisse. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnerait ici en France. À vous écouter, je pense que ce serait compliqué. Chez nous, ça s'est fait assez simplement. J'ai reçu un coup de téléphone de M. Müller qui m'a dit « Bonjour, est-ce que vous voulez faire partie ?» Et puis j'ai dit « Oui ». Alors il faut venir, il y a une journée à St. Gallen. Et puis on s'est rencontrés, on a discuté. On a établi des principes. Alors quand je dis on, c'est une cinquantaine d'entreprises suisses, des très grosses, des très petites, mais qui sont toutes actives au niveau global et dans certaines technologies d'avance. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que avant de se lancer dans des exercices, dans la construction d'un appareil législatif qui est toujours compliqué à mettre en place chez nous, parce qu'il y a 3 langues et puis il y a 26 États, les cantons, mais qui en plus est cher. Et puis comme on est pauvre, on n'a pas les moyens de maintenir un appareil législatif aussi important que le vôtre. On aime, nous, développer des solutions qu'on maîtrise, qu'on comprend, puis ensuite adapter nos lois à cette approche-là. Alors ça a un double bénéfice, c'est que, ça permet d'éduquer nos fonctionnaires, ce qui n'est pas tâche facile, mais qui est aussi pour nous un exercice intéressant, nous les industriels, c'est qu'on acquiert un savoir-faire, une expérience qui n'est pas seulement technique, technologique, financière, etc., mais qui est aussi de travailler ensemble. Donc de comprendre comment un système va fonctionner. Et l'objectif affiché, c'est qu'une fois qu'on aura fait ça, on va certainement créer un système de certification hydrogène helvétique qui, par le biais des accords bilatéraux, sera reconnu par l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de raison. Et on a la ferme intention, évidemment, d'aller profiler les entreprises suisses de manière très pointue, toujours dans des domaines vraiment particuliers, sur certains aspects de cette production de l'hydrogène vert. Alors, on ne va pas aller se fracasser avec des gens comme Air Liquide ou Total. Par contre, il y a certains domaines où les entreprises suisses vont être poussées, vont être soutenues par la Confédération. Donc ça, c'est un des éléments qui est intéressant, c'est que, en fait, on essaie de comprendre comment ça va marcher avant d'essayer d'inventer comment on va réguler. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'on me fait signe, donc vous pouvez encore donner un élément, mais je crois qu'on me fait signe sur le timing. Le timing, d'accord. Alors, si je ne vais pas revenir sur ce que j'ai entendu sur la réglementation française, nous, ce qu'on constate, c'est que nos clients à l'extérieur de l'Union européenne trouvent les choses très compliquées. Déjà, ils ne comprennent pas que il y a une série de réglementations pour la mise sur marché, le marquage CE, mais qu'ensuite, quand on met en place une installation, chaque pays veut une homologation différente.
Puis alors, évidemment, le pays où c'est le plus compliqué, c'est la France. Et ça crée une incertitude, surtout maintenant qu'il y a eu un revirement avec les lois omnibus, etc. Ça crée une incertitude chez les investisseurs étrangers, notamment chinois, qui est claire. Ce que je vois en plus de l'extérieur, c'est que chaque pays européen a une approche nationale pour la décarbonation. Les Allemands font de l'hydrogène, la France pousse quand même beaucoup sur le nucléaire et l'éolien, les Espagnols, les Italiens portent beaucoup sur le solaire, et ça manque de coordination. On ne voit pas tellement de coordination entre les pays sur ces grands plans-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas se focaliser sur les grandes industries, comme celle du ciment par exemple, avoir des programmes européens sectoriels qui fassent travailler ensemble, parce que pour finir, c'est leur futur industriel, les grands groupes européens sur ces problèmes de décarbonation, de manière à ce que collectivement, ils développent un savoir-faire et une compétitivité face au reste du monde. Parce que pour finir, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et puis, on parlera de l'argent. J'ai entendu Madame Lagarde parler beaucoup des blue bonds récemment, de vouloir asseoir une souveraineté plus forte de l'euro face au dollar. Je pense que ces mécanismes d'approche sectorielle financés par une dette européenne seraient peut-être plus efficaces que le saupoudrage auquel on assiste aujourd'hui. Merci Frédéric. Didier, c'est à vous de clôturer cette table ronde. Donc, peut-être vous voulez réagir sur les idées ou apporter d'autres idées ou d'autres dans la contribution sur ces enjeux de décarbonation. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'il faut tout simplifier? Est-ce qu'il faut découper la France en petits pays pour être plus agile? Enfin, quels sont, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire encore au-delà des solutions qui sont déjà sur place? Parce que on se joue à cet exercice, hein, le premier tour de table, on a vu qu'on avait énormément de solutions. Là, on se force un peu en disant on a tous envie d'aller plus vite, et qu'est-ce qu'on observe? Donc Didier, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision à ce sujet? Alors, savoir si on atteindra le moins 2 degrés, l'objectif, je ne suis pas un expert autoproclamé du climat, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Par contre, alors, on a une chance chez Vicat, c'est que on est en Suisse. Et donc on se challenge. Alors en France, on a encore du goudron et des plumes, et donc on arrive à se challenger avec respect. Non, simplement, il y a en effet des freins, des obstacles. Je pense qu'ils ont été bien exprimés, et c'était assez succulent, j'ai apprécié. Merci. Premièrement, financier. Un projet comme Vaillard, pour Vicat, c'est 600 à 900 millions d'euros d'investissement. Le projet complet pour atteindre Fos à liquéfaction, c'est 1,5 milliard. Je ne sais pas si vous avez déjà sauté à l'élastique, mais sauter sans l'élastique, c'est un peu différent. Et donc, l'Europe, la France ont une très forte ambition de décarbonation. Et donc, l'Europe et les gouvernements doivent nous accompagner dans ces premiers pas en subventionnant. Alors, il y a de l'argent. On a soumis différents dossiers sur Vaillard. On en est à notre deuxième tentative sur l'Innovation Fund. D'autres concurrents qui sont très présents au niveau européen ont réussi à remporter 7 dossiers. Alors, ce n'est pas forcément la qualité du dossier, mais il y a des gens qui sont plus habitués à traiter avec Bruxelles que d'autres. Donc, on apprend en marchant. Et puis, il y a également le GPID. Donc, on est en train d'essayer de pousser les feux. Il y a beaucoup d'argent. Pour l'instant, on n'a pas touché de subventions, et que ces projets ne pourront pas se faire sans un accompagnement et une aide publique. Et puis ensuite, en tant qu'émetteur de CO2, on paye des droits à émettre au titre de l'ETS. Et une partie de cet argent devrait être destinée à financer ces projets, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et dans les grands calculs, en fait, 1/5 des montants qu'on verse suffirait à financer nos projets de décarbonation pour l'industrie cimentière. Ça, c'est le premier point. Puis sur l'aspect réglementaire, ce qu'on souhaite, c'est avoir une réglementation, mais vous l'avez bien exprimé. Je pense qu'on est parfois un peu trop naïf, et on adore
mettre des réglementations dans tous les sens, on est présumé coupable avant d'avoir pensé. Aujourd'hui, le risque, c'est quand même la mort de notre industrie française. On parle de réindustrialisation de la France. Déjà, il faudrait conserver notre industrie. Et particulièrement l'industrie dans les territoires. Montalieu, c'est en Isère. C'est loin de la mer. Le risque pour nous, c'est l'importation de ciment. Alors, la Chine consomme pour l'instant, mais elle produit la moitié des tonnes de ciment de la planète. On a d'autres continents qui sont en surcapacité de ciment avec un cadre social, un cadre environnemental, réglementaire qui n'a rien à voir. Et donc, si on ne sait pas mettre en place les protections nécessaires, et là on parle du MACF, les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, on sera condamné. Donc ça, c'est en cours de conception, mais il faut quand même qu'on s'assure que ce qui sera mis en œuvre nous protégera et ne protégera pas qui ira faire les audits dans les pays qui vont exporter du ciment vers la France. Je ne suis pas sûr. Il y a des candidats ? Non, mais les Suisses, on s'apprécie. Oui, non. Mais il y a des candidats pour faire les audits. Voilà, des candidats pour faire les audits. Donc il y a ça. Appliquer des choses simples, mais sur le transport du CO2, appliquer une tarification simple qui ne pénalise pas et ne condamne pas les industries qui sont dans les territoires. Et donc sur le principe du timbre-poste. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est encore en discussion, c'est compliqué. Et puis, c'est le carbone biogénique aussi, la reconnaissance du carbone biogénique qu'on pourrait utiliser, réemployer et pour permettre d'avoir des solutions très bas carbone immédiates. Alors, on a développé dans nos laboratoires un ciment utilisant du biochar. Le biochar est reconnu au titre du GIEC comme un puits de carbone. Aujourd'hui, l'administration française, certaines directions, ne veulent pas reconnaître. C'est applicable immédiatement. On a fait le village des athlètes avec ce produit. Tout le monde est content. Mais aujourd'hui, on est obligé de passer par des phases d'ATEX. Et c'est pas un ciment, c'est un liant pour l'instant. Et sur le caractère biogénique, on pourrait sur Montalieu, en utilisant de la biomasse comme combustible de substitution, on a près de 30%, enfin plus de 30% de biomasse aujourd'hui, utiliser cette biomasse à notre crédit. Et puis enfin, on a parlé d'hydrogène. On a travaillé d'abord sur l'utilisation, la valorisation du CO2 plutôt que de l'emmener pour le stocker dans des sous-couches géologiques de façon pérenne. C'est de réemployer ce CO2. Aujourd'hui, le CO2 industriel n'est pas qualifiable. Alors on émet du CO2, on pourrait, par de l'électrolyse à haute température, produire de l'hydrogène, de l'oxygène, pour produire des carburants alternatifs pour le maritime et l'aérien. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas reconnu. Donc, on s'est orienté vers le stockage, on n'a pas le choix. Mais voilà, alors je ne reviens pas parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que le cadre environnemental, on a 250 sites en France, centrales à béton, des carrières, et toutes sont soumises aux mêmes règles que vous précisiez tout à l'heure. On pourrait se libérer beaucoup de temps en fait. Voilà. Mais on a besoin, il n'y a pas d'alternative de toute façon à la capture et au stockage du carbone. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps, si c'est possible, pour passer la parole à la salle. Il y a eu beaucoup quand même d'opinions assez tranchées exprimées sur la réglementation. Moi, ce que j'ai entendu plus que la réglementation en tant que telle, c'est la lenteur, en fait, dans un certain nombre de choses. C'est les étapes multiples qui sont là et qui vont ralentir, en fait, le rythme. Peut-être que dans la salle, vous voulez vous exprimer, réagir, poser des questions. Donc c'est le moment. S'il vous reste un peu d'énergie par cette chaude après-midi, vous êtes les très très bienvenus. Oui, je vous donne. Bonjour. Vous parlez de l'hydrogène et le consensus était que ça n'existait pas à l'état naturel jusqu'à ce qu'on trouve des générateurs d'hydrogène sous les Pyrénées et en Moselle. Je crois que vous avez fait des sondages. Qu'en est-il ? Oui, en effet, il y a des sources d'hydrogène blanc en France. Qui est de l'hydrogène natif en fait, qui existe véritablement avec des gisements dans les Pyrénées et en Grand Est, que nous avons regardé, étudié, qui sont réels. En revanche, ce sont des gisements de taille qui ne sont pas des gisements de taille qui sont ceux que nous exploitons nous. Il
il représente probablement un intérêt pour des producteurs intermédiaires. Si tenté, alors on sait que ça existe, on sait qu'il y a les gisements, on n'a pas encore la capacité à répondre sur le coût d'extraction de cet hydrogène blanc, mais il existe véritablement, pas des gisements comme celui qu'on a connu à Lac en son temps de gaz naturel, c'est pas cette dimension-là, mais ça existe, oui, c'est une réalité. Non, on ne l'intègre pas parce que, comme je vous le disais, ce sont des gisements qui ne sont pas d'une taille en volume suffisante pour que nous-mêmes, on considère qu'on puisse les utiliser. Ils sont plutôt de la taille de certains acteurs français, d'ailleurs, dans la région de Melun ou dans la région de Bordeaux, qui eux-mêmes ont cette taille pour pouvoir adresser ces gisements-là. Parce que ce n'est pas des gisements, c'est des générateurs. Oui, ça... Ouais. Ça produit de l'hydrogène en continu, donc ça on produit va pas en l'hydrogène. trouver de grosses masses. Ce serait un game changer pour toute l'histoire de l'hydrogène, parce que comme vous dites, l'hydrogène vert, faut le payer. Oui, pour une partie, mais c'est pas en volume, c'est pas si gigantesque que ça, en fait. Ce que je retiens aussi des échanges qu'on a eus, au-delà de ça, c'est qu'il y a énormément de solutions à additionner. C'est-à-dire que cette solution sera une solution parmi d'autres, mais il y en a plein, et qu'on a aussi une course de vitesse. Je veux aussi dire collectivement ce que France Industrie, on défend l'industrie de toute taille avec nos fédérations et nos entreprises. On a 2 membres dans cette table ronde et je les remercie. L'Europe va présenter dans 15 jours un projet de cadre de financement sur un cycle assez long. J'ai entendu que parfois on n'était pas forcément les plus agiles pour aller chercher les fonds. Je pense qu'il y a un sujet extrêmement important dans des moments où les ressources financières publiques sont tendues ou ténues, je ne sais pas quel est le terme, mais d'arriver à placer sur la décarbonation les bons instruments au niveau européen. Donc ça, on a une fenêtre à saisir collective. Et je pense moi, je compte sur le soutien de la salle dans ces débats, et on va passer la parole. On aura besoin de vous tous pour que l'argent européen vienne là. Merci beaucoup, merci pour vos présentations, c'était super intéressant. Vous l'avez présenté dans votre introduction, Total, c'est 3% de la production pétro-gazière dans le monde. Une production qui est en constante augmentation, avec des nouveaux méga-projets pétro-gaziers, des bombes carbone, des impacts environnementaux, humains, coloniaux, qui sont estimés à plusieurs dizaines de millions d'équivalents CO2. Du coup, pour faire le lien, 80% du mix énergétique, vous l'avez bien rappelé, du coup, on a une certaine constante depuis les années 90, malgré le développement de plus de nucléaire, d'énergie renouvelable, de biomasse. En fait, plus on a d'énergie, plus on consomme. Donc en fait, il y a vraiment ce paradigme-là, parce que on veut faire toujours plus d'argent, on est dans un modèle qui est dans ce sens-là de consommation excessive. Est-ce que vous ne pensez pas du coup que tout ce qui est technologie de captation carbone, ça ne va pas entretenir ce modèle-là? Du coup, on va se permettre, comme on émet moins directement, on arrive à compenser d'une part, est-ce que ça ne va pas permettre juste de maintenir ce modèle qui en fait, qui fonctionne économiquement, qui explose les limites planétaires et qui en fait nous condamne en tant qu'espèce humaine au même titre que le reste de la biodiversité. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Isabelle, je vous laisserai répondre sur la partie qui interpelle directement votre groupe. Et je pense que sur la partie captation carbone, on aura aussi l'intérêt que Vicat explique, puisque je crois qu'ils ont vraiment analysé ce sujet dans leur stratégie. Donc, et puis je vois que Frédéric, j'ai l'impression que ça passionne cette question. Donc, Isabelle, on vous laisse ouvrir. J'ai l'impression, oui, que la question était adressée à Isabelle d'abord. Voilà. Mais je sens que tout le monde a envie de répondre. 3%, c'est 1,5 pour le pétrole et 1,5 pour le gaz. Alors pourquoi est-ce qu'on continue à explorer et à forer et à produire plus? Parce qu'en fait, quand vous regardez entre 2020 et 2028, c'est ce que dit l'AIE, vous avez une augmentation de la consommation de l'énergie fossile de la planète, et pour l'instant, on n'est pas arrivé au pic qui va commencer une décroissance. Aujourd'hui, on le voit, cette décroissance, quand vous regardez l'AIE, il le voit entre 2028 et 2030. Donc pour l'instant, la demande mondiale, alors c'est pas forcément la demande en France, encore que, je vais vous donner des chiffres, la demande mondiale d'énergie fossile augmente. Pourquoi? Parce que vous avez encore pas loin d'1 milliard de gens qui n'ont toujours pas accès à l'énergie, et que ces gens-là ont envie d'avoir accès à l'énergie. Il n'y a pas de raison que nous, on ait accès depuis des décennies et pas eux, d'autant que souvent, c'est quand même chez eux que se trouvent les gisements
en question, donc déjà premièrement, que globalement la planète consomme de plus en plus et que quand nous on a en numérique des consommations qui s'accélèrent, qui augmentent, en fait on appelle nous-mêmes beaucoup plus d'énergie fossile encore. Et je vais vous donner les chiffres de la France. La France qui a quand même tout. Nous, on a déployé de l'électricité renouvelable, 26 000 bornes de recharge en France. Il y en a 150 000 en tout, avec une interopérabilité pour faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques. Et en fait, la baisse du carburant, de la consommation de carburant en France l'année dernière, c'est moins 0,4%, c'est-à-dire rien. Alors qu'on devrait être un pays qui devrait réduire sa consommation et qui a tous les moyens de le faire. Ça ne se produit pas. Je peux même vous dire que l'essence a augmenté en consommation l'an dernier de plus 8% sur le territoire français. Et je ne vous parle pas du kérosène, puisque comme ça continue de croître. Voilà, c'est pour ça qu'on continue, parce qu'à la fin, alors après on pourrait s'arrêter, comme on représente 1,5%, ça ne changerait pas grand-chose. Mais autre chose aussi peut-être à avoir en tête, c'est que quand on produit du pétrole et du gaz sur la planète en augmentation, un gisement pétrolier ou un gisement gazier, il perd au minimum 4% de son volume chaque année. Donc si vous n'investissez pas dans les champs pétroliers et gaziers actuels, ceux existants, vous perdez 4% du volume, dans un volume de demande qui ne cesse d'augmenter sur la planète. Donc de toute façon, soit vous êtes condamné à augmenter et à continuer à entretenir les champs que vous avez, soit parce que vous avez des décroissances, par exemple en mer du Nord, 1/3 de notre gaz dans l'Union européenne vient de la Norvège, de la mer du Nord. Ce sont des champs décroissants qui sont en train de mourir. Il va falloir trouver des remplaçants parce que l'hiver prochain, entre les sanctions des uns, les difficultés peut-être du Texas demain, comme on l'a vécu il y a 2 ans, où tout était à l'arrêt pour le GNL américain, et les tensions au Moyen-Orient, le choc d'offre qu'on a vécu avec l'électricité quand le parc nucléaire a été défaillant il y a 2 ans et demi, l'objectif, c'est justement de ne pas se retrouver dans ces situations-là. Voilà pourquoi on continue d'explorer, de forer, de produire, parce qu'à un moment donné, quand il y a un choc d'offre, d'ailleurs quand on a vu les grèves de notre réseau de stations et de nos raffineurs, on a bien vu ce que ça a représenté. Donc aujourd'hui, on est un pays qui certes est le 5e moins émetteur du monde, qui a tous les moyens pour se décarboner. Nous tous, on a tous les moyens de basculer d'une énergie fossile à une énergie décarbonée. On a tous les moyens d'un peu plus de sobriété dans notre consommation d'énergie, nous Français. Nous, Européens, parce qu'on va se dire que les Européens, c'est le même cas que la France quand même. Et pourtant, on n'est pas un modèle en la matière. On a une augmentation de la consommation de carburant sur le territoire. Donc, voilà c'est quand même un point très intéressant, ce décalage très très fort entre effectivement une production qui s'est énormément décarbonée au niveau énergétique et une consommation qui ne l'est pas du tout. Donc ça serait peut-être quand même un point à voir au-delà justement des énergéticiens. Quels sont, vous avez parlé du parc automobile, parce qu'en fait finalement les grands enjeux ils avaient été rappelés par Tikeo de Capital dans la précédente table ronde. C'est un enjeu effectivement sur la mobilité, le transport, de passer à de l'électrification. C'est sur des bâtiments, de passer aussi à des solutions plus électrifiées. Et puis, lui expliquait qu'il allait avoir une demande croissante. Donc, lui, il le voyait plutôt positivement en disant « Je suis sûr qu'il va y avoir une demande croissante dans les années qui viennent. » Vous avez parlé d'un pic sur les énergies fossiles. Nous, on ne la constate pas, en fait. Voilà. Donc, sur 39 millions de véhicules, vous en avez... sur 39 millions de véhicules en France, vous en avez 37 millions qui fonctionnent à l'essence et au diesel. Et ceux qui ont basculé sur de l'essence, ils consomment plus parce qu'ils sont plus lourds, parce qu'on a des gros véhicules. Enfin, vous pouvez même plus vous garer dans les anciens garages. Quand vous regardez des constructions des années 70, c'est plus possible tellement on a fait des monstres. Enfin, voilà. Et c'est quand même ça la réalité de notre pays. Donc, pourquoi ? Mais parce que vous avez un enjeu de pouvoir d'achat aussi. Et c'est pas en mettant des taxes. On a vu les gilets jaunes quand c'était une taxe à la pompe qui a déclenché en fait peut-être aussi un enjeu ce sujet social. Donc, comment est-ce qu'on fait
pour être moins énergivore, pour faire des véhicules qui sont peut-être avec des usages différents. Votre usage avec votre véhicule électrique petit pour votre quotidien pour aller travailler, et peut-être un véhicule un peu différent quand vous allez en vacances, j'en sais rien, que vous louez avec un système différent. Je pense qu'il faut changer nos usages, mais que collectivement, quand je vous disais scope 1, scope 2, scope 3, si nous tous, on ne fait pas l'effort, il n'y a aucune raison que ça évolue autrement. Vous avez encore en France 12 millions de foyers, ce n'est pas de Français, c'est de foyers, donc ça fait 3 fois plus, qui sont chauffés au gaz. Vous en avez pratiquement 3 qui sont chauffés au fioul. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut changer. Et donc le paradigme, c'est comment un État qui n'a plus vraiment de moyens parce que notre budget est quand même hyper contraint, on incite et on donne envie de se décarboner et de changer, de limiter notre consommation. Ah, moi, je crois à quelque chose, je l'ai fait moi-même, c'est que quand on compte ce qu'on émet, eh ben, on est meilleur à réduire les émissions. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, il y a 3 ans, on parlait de la sobriété parce qu'il y avait ce choc d'offres sur l'électricité. On avait peur de ne pas passer l'hiver, ni en électricité, ni en gaz. Moi, j'ai commencé à contrôler tout ce que je faisais. J'ai même un mari qui m'appelle maintenant pour me dire « c'est pas normal, on consomme, c'est pas aujourd'hui. Tu es où ?» Non, je ne suis pas à la maison et pourtant, je consomme quand même. En fait, c'est ça. Comment est-ce qu'on réduit notre consommation propre? Comment est-ce qu'on bascule nos usages? Comment est-ce qu'on fait nos budgets pour pouvoir... Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais il y en a qui ont les moyens pour basculer d'un usage à un autre, plus décarboné et moins consommé. Il y a l'efficacité, il y a la sobriété, il y a la décarbonation. Alors moi, je pense que ça passe aussi beaucoup par des business models innovants. Je crois aussi, je suis d'accord avec vous, hein, on a chacun un rôle à jouer. C'est plus facile pour nous peut-être que pour l'ensemble des Français quand on le regarde sur le paysage qui nous sommes en tant que Français. Voilà. Mais je crois aussi beaucoup, enfin, sur les exemples que vous avez cités, tout ce qui peut être économie du partage, qu'on a évoqué aussi sur des tables rondes précédentes. On n'a pas besoin d'avoir chacun une voiture qui reste 95% du temps au garage. Donc ça, c'est aussi des choses, je pense, où il faut arriver à développer ce qui seront pas seulement les industries, mais les business de demain, en fait, hein, les business de demain. Et voilà, donc il y a un appel, effectivement, pour faire évoluer la consommation, et pas seulement la production. Je crois qu'il y avait une deuxième partie. Je pense que j'ai promis à nos 4 invités de les libérer vers 18h, mais sur la partie capture de carbone, est-ce que la capture de carbone permet à Vicat d'exister demain? Enfin, je pense que, moi, je reformule la question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire sans? Oui, je pense que, enfin, on va mettre un peu d'optimisme, on vit une époque formidable, enfin, surtout pour les jeunes. C'est qu'on n'a jamais autant innové qu'aujourd'hui. Et que si on veut attirer des talents, de toute façon, on ne les attirera pas avec du CO2. Et donc, on travaille sur tous les leviers, je les ai cités, mais au bout du compte, il est illusoire. Alors, il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est possible, mais on commence à voir le résultat. Et il y a des des solutions qui ne fonctionnent pas. Alors, on les teste, hein, on regarde, on veille, et il y a des choses très intéressantes. On est sorti de la boîte, on est dans de l'hybridation, mais au bout du compte, il y a toujours ce fameux clinker dans la solution constructive ciment. Et la décarbonation, enfin le stockage, l'opération de stockage, de captage et de stockage a un coût, en gros, on va quasiment doubler, enfin au moins dans la phase préalable. Peut-être qu'ensuite, dans une phase de généralisation, on retombera sur des coûts plus raisonnables, mais on double le coût du produit. Donc, on ne va pas s'auto-condamner. On travaille sur tous les autres leviers en amont, ceux que j'ai cités, hein, l'énergie, les combustibles de substitution, mais qui créent des vraies chaînes de valorisation, de circuits courts, d'économie circulaire dans les territoires. On a créé des métiers, on a créé des unités de production. On a le tissu industriel, on est en Nord-Isère. Il y a un tissu très, très dynamique. Et ben, on travaille, on a des partenariats, on a développé beaucoup de choses pour réduire au maximum nos émissions de CO2 avec ce qu'on savait faire. Mais à la fin, il reste du CO2 qu'il faut absolument utiliser. Donc, n'ayez pas en tête qu'on cherche à masquer des choses et qu'on trouve un argument pour produire plus et dégager plus de CO2. C'est pas le cas. Voilà.
Bertrand, le dernier mot de la fin peut-être pour vous. Et c'est l'honneur, Frédéric voulait dire un petit mot. En tout cas, moi, là, je vais faire l'avant-dernier mot. Ravi de partager. Je trouve qu'on part avec le sourire et une ambition avec plein d'idées. Frédéric, vous vouliez compléter? Alors, j'abonde dans votre sens. Je pense qu'il n'y a aucune volonté d'éviter de décarboner les processus industriels, les recettes, comment on fabrique les choses. Par contre, il faut garder en tête qu'on va devoir quand même trouver des solutions pour décarboner, pour simplement sortir le CO2 de nos processus. Aujourd'hui, ça se fait principalement par amine. C'est pas un processus qui est très propre, c'est pas un processus qui est très efficace. Air Liquide, Compressed Air travaillent sur d'autres technologies aussi. Je crois qu'il faut garder l'espoir parce que fermer la porte à ces technologies aujourd'hui, c'est se dire que si demain, vous verrez peut-être ça de votre vivant, moi pas, mais si demain la fusion nucléaire effectivement devient une réalité, alors le paradigme économique, le paradigme énergétique change complètement et ça veut dire que tout est possible. Il ne faut pas oublier aussi que entre 2000 et 2025, le coût du mètre carré de cellules solaires a été divisé par à peu près 35 et sa capacité de production a été multipliée par 3. Donc on a des effets aussi de réduction des coûts de production de l'énergie renouvelable qui doivent nous permettre à terme ce genre d'action, on dira géo-environnementale, où on va aller aspirer du CO2. Je crois que c'est une bonne conclusion avec un peu d'ouverture sur l'innovation. À mon sens, on va avoir besoin des deux. On va avoir besoin de sobriété et on va avoir besoin d'innover. Donc merci, un grand merci à vous. Merci à Bertrand. Je voulais juste dire un petit mot parce qu'on a fini sur des grands industriels, je serai très court. Et Total et Vicat, avec tous les efforts qu'ils font, sont presque privilégiés. Moi, ma pensée, elle va aux PMI, PME et ETI, qui, eux, c'est des milliers de tonnes, ce n'est pas des millions de tonnes, mais c'est encore plus dur pour trouver de l'argent. Ils sont encore plus perdus face aux solutions. Ils sont encore plus perdus face à la complexité réglementaire. Et l'approche suisse de dire peut-être travailler par filière, l'agroalimentaire, les biotech, etc. Comment on peut mutualiser des solutions, comment on peut innover. Ils en ont peut-être encore plus besoin, si vous me le permettez, que les grands groupes, parce que pour eux, c'est encore plus difficile. On pourrait mutualiser la CSRD. Oh, pardon. Ce n'était pas le mot de la fin. Mais merci à vous encore pour cette